merci de nous rejoindre comme tous les lundis, y compris les lundis fériés. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et Alexis, vous revenez cet après-midi sur le rejet massif, la semaine dernière par l'Assemblée nationale, d'une proposition communiste de résolution assimilant Israël à un régime d'apartheid. Un rejet qui ne règle pas pour autant, selon vous, la fracture de la gauche sur la question du rapport à Israël. Bien sûr, on va y venir dans un instant, mais vous avez quand même raison, il faut saluer l'ampleur du rejet, qui signifie que la représentation nationale est moins sensible qu'on aurait pu le craindre, à juste titre d'ailleurs, et je m'inclus dans le lot, je le craignais, est moins sensible qu'on aurait pu le craindre au martèlement de la propagande antisioniste que les voyages que nous avons évoqués régulièrement, récemment ensemble dans Actualité Juive, notamment celui d'Eli Korchia, tente de déconstruire. Ça veut dire qu'il y a quand même encore en France des anticorps contre le martèlement insensé. Vous en doutiez, Alexis ? Oui. Je me demandais s'il n'y aurait pas, si vous voulez, une tentation d'un certain nombre de parlementaires, je dis bien un certain nombre, d'accompagner les hurlements de cette petite meute réprobatrice d'Israël qui cherche aujourd'hui à imposer à toute force le syntagme mensonger et déréalisé sur un plan historique entre la situation d'Israël dans les territoires et la politique d'apartheid menée par l'Afrique du Sud, raciste de l'époque. Voilà. Donc je me posais la question. Mais donc force est de constater que la représentation nationale a globalement résisté. Néanmoins, il y a effectivement un problème de fond qui se pose. Alors, je suis pas le seul, je suis l'un des théoriciens, mais je suis pas le seul. Des deux gauches en France, je pense effectivement qu'on a la vérification de ce que certains ont avancé depuis plusieurs années, notamment dans le champ de l'action publique, dans le champ politique. On pense à l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui a théorisé à sa façon, sur la base justement de son expérience vivante de ces questions, ce qu'il a appelé les deux gauches irréconciliables. D'un côté, la gauche qui vient de voter la résolution présentée par le Parti communiste assimilant l'État d'Israël à un État d'apartheid, ou en tout cas un État menant une politique d'apartheid, et de l'autre côté, une gauche essentiellement social-démocrate ou social-libérale d'inspiration qui résiste à cela. Même si Alexis, seul le député Jérôme Guedj du Parti Socialiste et membre de la NUPES a voté contre ce texte. Alors voilà, justement, c'est beaucoup d'abstention. C'est pour cela que je pense tout de même, ce haut niveau d'abstention justifie que nous nous y penchions aujourd'hui. Même s'il faut préciser, Alexis, qu'on retrouve une forte abstention dans d'autres partis politiques, y compris à droite. Naturellement, mais si vous voulez, quand il y a un tel enjeu, un tel enjeu de diffamation, et encore une fois de déréalisation de la vérité des faits, la vérité simplement observable à quiconque s'intéresse un tout petit peu à Israël. Quand il y a un tel enjeu, on ne doit pas s'abstenir. Donc effectivement, le fait qu'un certain nombre de parlementaires, disons socialistes, pour faire vite, appartenant à la NUPES, écologistes, appartenant à la NUPES, se soient abstenus, signifie malgré tout que le travail idéologique n'est pas achevé et qu'il faut encore continuer pied à pied à lutter. Donc, l'un des instruments, j'allais dire, de cette lutte, vous l'avez compris, c'est la théorie des deux gauches irréconciliables. Je n'en fais pas l'alpha et l'oméga de la politologie contemporaine, néanmoins elle est intéressante. Pourquoi ? Car elle montre au fond dans la longue durée de l'histoire que c'est une affaire qui se répète à gauche. Vous voyez, il y a une gauche qui est du bon côté de la barricade, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire qu'il y a de la compréhension fine pour les réalités de l'histoire juive, mais aussi aujourd'hui de l'histoire d'Israël. Et puis il y a une gauche qui est systématiquement tentée par le démon de l'antijudaïsme, voire de l'antisémitisme. Ça remonte à l'affaire Dreyfus, disons au prodrome de l'affaire Dreyfus, mais ça s'est exprimé notamment, et c'est ça que je voulais souligner avec vous, dans les années de la fondation de l'État d'Israël. Si vous m'autorisez juste une incise là-dessus. On a oublié, beaucoup de nos auditrices, de nos auditeurs s'en souviennent peut-être, mais quand même globalement en France, on a oublié qu'il fut un temps où le Parti communiste français, on l'appelait le parti des 75 000 fusillés, vous savez, puisqu'il avait quand même eu une contribution non négligeable à la résistance à l'occupant nazi, était un parti qui ardemment, et j'allais dire plus ardemment paradoxalement que les gaullistes de l'époque, soutenait la création du faible petit État juif. Et donc un État qui était d'inspiration socialiste. Mais bien sûr, alors, il y avait évidemment des raisons, vous avez raison Steve de contextualiser, il y avait des raisons géopolitiques bien sûr qui expliquaient cette dilection, ou en tout cas ce sentiment favorable de beaucoup de communistes à l'égard de la création du jeune État juif dans ce qu'on n'appelait pas encore le Proche-Orient. C'était l'État qui faisait refleurir le désert, c'était l'État des kibbutzim, c'était l'État d'une sorte d'idéal socialiste vécu, un petit peu sur la base des idées fondamentales de Tolstoï. Donc c'est vrai que ça pouvait entrer en résonance avec une partie de l'imaginaire communiste. Néanmoins, sur un plan politique, ça signifiait aussi quelque chose.
Qu'est-ce que cela signifiait ? Ça signifiait que, plus qu'on ne l'a dit, il y avait une certaine indépendance des partis communistes vis-à-vis de Moscou, en tout cas dans ce court laps de temps, celui qu'on a appelé la paix belliqueuse. Vous savez, quand on lit Raymond Aron, c'est 48-52, c'est ce moment un peu d'hésitation. On entre dans la guerre froide, mais en même temps on n'y est pas tout à fait, et donc il y a encore une certaine autonomie de jugement. J'en veux pour preuve, très rapidement, une déclaration du député de Paris d'alors, qui s'appelait Florimond Bonte, B-O-N-T-E, député communiste, et qui se rend au Veldiv, donc nous sommes en mai 1948, au moment de la proclamation d'indépendance de l'État d'Israël. Et voici ce qu'il déclare, pas seulement au nom de la France, mais au nom de son parti. Voici ce que déclare Bonte. Au nouvel État juif surgit au cœur des combats héroïques des meilleurs fils d'Israël. J'apporte ici le chaleureux salut de bienvenue du Parti communiste français. Et il ajoute, Bonte, le Parti communiste français est toujours solidaire des combats tant de la liberté que de la démocratie et de l'indépendance. Une déclaration qui serait inimaginable aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire prenez n'importe quel conseiller municipal communiste dans n'importe quelle ville de la banlieue parisienne, ou marseillaise, ou lyonnaise, et imaginez ce qu'il dirait aujourd'hui s'il y avait un événement similaire. Voilà, là si vous voulez... On remplacerait peut-être Israël par Palestine. Bon, 75 ans après, effectivement, quelque chose s'est détraqué, quelque chose s'est déglingué dans une partie de cette gauche progressiste. Alors on ne va pas refaire cette histoire, mais c'est vrai que cette déclaration a quelque chose d'émouvant parce qu'elle nous laisse apercevoir ce que nous avons perdu. Et donc effectivement, vous avez raison, pour reboucler la boucle, et pour revenir aux enjeux politiques actuels, un Gage qui a eu le tort, probablement, de s'engager si loin dans son compagnonnage de route personnel avec la NUPES, est bien obligé aujourd'hui, parce que c'est un homme honnête, de reconnaître qu'il s'est fourvoyé. Au fond, qu'il est allé avec des gens qui sont aux antipodes de ses propres conceptions, qui sont des conceptions démocratiques et libérales parfaitement respectables. Mais bon, on peut penser qu'il aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Mais en tout cas, là, ça nous dit quelque chose de très profond. C'est-à-dire, si effectivement, au-delà même de la seule question d'Israël, la gauche se reconstruit sous le parapluie de la NUPES, eh bien, il y a beaucoup de choses qui seront perdues. Si en revanche elle arrive, et c'est le pari d'un François Hollande par exemple, je ne sais s'il va le gagner, mais si elle arrive à se reconstruire dans le giron d'une social-démocratie repensée, eh bien là peut-être qu'effectivement l'honneur de la gauche pourra être sauvé. Alexis Lacrolle, l'actualité du jour, c'est également le déplacement d'Emmanuel Macron à Lyon à l'occasion du 8 mai. Le chef de l'État rendra hommage à partir de 14h30, d'ici une dizaine de minutes, à la Résistance et à Jean Moulin. Un déplacement néanmoins un peu périlleux, Alexis, dans le contexte de crispation sociale que nous connaissons aujourd'hui. Alors effectivement, d'ailleurs, il est périlleux et l'un des signes du péril qui entoure ce déplacement, c'est le déploiement très important de forces de police pour protéger le cortège élyséen. Pour éviter des casserolades. Comme on dit maintenant. Pour éviter donc cette espèce de confrontation de face à face, narquois, moqueur et délégitimant, qui est organisée aujourd'hui de manière assez systématique quand il y a le déplacement d'un officiel de la République. Ça vaut pour les ministres. D'ailleurs, beaucoup de ministres ont été pris à partie par des cassolades, notamment quand ils sortent d'un TGV après un déplacement en province. Donc là, ils veulent éviter ça. Mais par ailleurs, il faut aussi tenir compte ensemble, puisque nous essayons d'aborder tous les aspects d'une situation politique, de ce que tente de faire Emmanuel Macron. Je vous l'ai dit, il essaye, tant bien que mal, avec les moyens du bord, de renouer un lien avec les Français. Il se saisit, avec intelligence, de toutes les occasions pour ce faire. Et donc, il est évident que dans quelques minutes, là, vous allez le commenter en direct avec nos journalistes, avec Alexandra, mais il est évident que rendre hommage à la figure de Jean Moulin, l'un des principaux organisateurs des réseaux de la résistance non communiste, en partie communiste et non communiste en France, c'est évidemment important, car cela, je crois, soude beaucoup de Français dans une mémoire qu'on peut appeler cohésive, ou en tout cas qui constitue... Donc pour déplacer les clivages politiques du moment. C'est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez exactement résumé mon propos, il est un peu dans un corner politique, avec une majorité à l'étroit, une majorité racornie. Il est évident que invoquer les mannes des grandes figures de la résistance, de Jean Moulin, mais d'autres aussi, bien sûr, de Pierre Brossolette, etc., c'est intelligent, car cela parle, disons, à l'immense majorité des Français, vous voyez, qui se reconnaissent dans ce narratif d'héroïsme et de courage qui fut celui de la reconstruction de la France. Je crois d'ailleurs qu'il est accompagné de plusieurs ministres qui représentent chacun des sensibilités différentes. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, le ministre de l'Éducation nationale, qui est un petit peu sur la sellette, mais
dont je peux témoigner du fait que c'est un homme très droit et très bien, même s'il a peut-être commis des erreurs, et la secrétaire d'État chargée des anciens combattants de la mémoire, Patricia Miralles. Donc c'est un déplacement effectivement important de renouement avec les Français là encore. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec Steve. nous cet après-midi. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo sur la page YouTube de la radio. Nous serons demain en compagnie de Laurence Saillet. Bon après-midi Alexis. Bon après-midi à vous Steve.